bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui au village Baïséa de Bordeaux pour animer cette belle table ronde interactive et cette 8e table ronde. Donc on est ravis d'être là à Bordeaux aujourd'hui. Et le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, vous le connaissez tous, hein, la fidélisation des collaborateurs, l'implication, le sens. Pourquoi la communication interne n'est plus une option pour vous, pour votre entreprise? Je pense que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est la question que vous vous posez. Donc pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, on est ensemble pendant 1 heure avec 10 minutes de session de questions-réponses. Donc après, on viendra vous voir et vous pourrez directement poser vos questions aux différents intervenants. Et bien sûr, comme je vous le disais, on veut que cette table ronde soit interactive. C'est pour ça que Gwen vous posera régulièrement des questions pendant la table ronde et vous serez invité à y répondre. Et donc, que serait une table ronde sans ces intervenants? Eh bien, rien du tout. C'est pour ça que je vous propose d'accueillir nos intervenants sous vos applaudissements. Elle est responsable communication de proximité chez Seva Santé Animale, premier groupe vétérinaire français. Merci d'accueillir Florence Moureau. Elle est la directrice communication du groupe hospitalier universitaire de Bordeaux. Merci d'accueillir Julie Rode. Elle est dirigeante associée chez My Beautiful Value, cabinet conseil en communication. Merci d'accueillir Marina Belloin-Volant. Et enfin, il est président fondateur de Steeple, entreprise rennaise spécialisée dans la communication interne. Merci d'accueillir Jean-Baptiste de Belair. C'est bien, tout le monde est bien installé? Parfait. Je suis ravie de vous avoir. Ça y est, c'est parti. Et pour bien commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être déjà de présenter vos entreprises à notre public, parce que j'ai commencé un petit peu, mais voilà. Florence, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise, nous expliquer un peu ses problématiques, les problématiques qu'elle rencontre, voilà. Donc, bonjour à tous. Seva, c'est un groupe pharmaceutique vétérinaire français donc, qui est basé à Libourne, donc pas très loin d'ici. C'est aujourd'hui 1600 collaborateurs en France et à peu près 6300 collaborateurs dans le monde. On est présent dans 46 pays à travers des filiales, des sites industriels et des sites R&D. Donc notre métier, vous l'aurez sans doute compris, on a un groupe pharmaceutique vétérinaire, donc on a à la fois des collaborateurs qui ont des profils soit pharmaceutiques, soit vétérinaires, qui vont être plutôt dans la recherche et l'innovation. On a des profils plutôt industriels, qui vont s'occuper de toute la partie industrielle et logistique, donc des ingénieurs jusqu'aux techniciens, jusqu'à l'opérateur de ligne, et également des profils tertiaires, donc toutes les fonctions support que vous retrouvez dans une entreprise, on va dire un peu traditionnelle, la communication évidemment, la RH, les achats, etc. Nous, en fait, nos grands enjeux en tant que groupe pharmaceutique, c'est d'abord l'innovation. Voilà, c'est comment on fournit au marché des produits innovants pour traiter, soigner les animaux de compagnie et les animaux d'élevage. Et c'est également un enjeu de livraison de produits, dans le sens des produits de qualité, des produits safe, sécurité et au bon prix pour que vous, propriétaires d'animaux de compagnie ou les éleveurs, puissent acheter nos produits. Donc on a des gros enjeux à la fois d'innovation, mais aussi de production industrielle. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Peut-être comment les différents, pas les métiers, mais comment les différents collaborateurs ont accès à l'information. Ok. Alors effectivement, on a des profils qui sont à la fois des profils connectés parce qu'on a des personnes qui sont dans le tertiaire. Donc là, on aura des outils, on va dire traditionnels comme l'intranet. On n'a pas de vrais réseaux sociaux chez nous, réseaux sociaux, internes. On a aussi tout ce qui est événements, webcast. Voilà. Donc là, c'est plutôt ce qu'on fait de manière globale. Et après, sur le terrain, pour des profils qui sont non connectés, donc là, on a de l'affichage dynamique et puis on capitalise aussi beaucoup sur soit des réunions managériales ou des temps ritualisés d'événements internes. Ok. Merci beaucoup Florence pour cette présentation. Marina, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise?
Oui, avec plaisir. My Beautiful Value, en fait, c'est un cabinet de conseil qui accompagne des entreprises de toute taille, TPE, PME, grands groupes, dans toutes les dynamiques internes. Mon métier premier, c'est la communication interne, que j'ai fait en entreprise pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, en entrant par des problématiques de communication interne, voilà, j'interviens beaucoup sur les dynamiques dans leur globalité, le management, l'organisation du travail, la marque employeur, l'engagement. Voilà. Et donc aujourd'hui, mon terrain de jeu, il est principalement Nouvelle-Aquitaine, avec des interventions qui peuvent être de la formation, du conseil direct, du coaching, de l'animation, de réunions, séminaires, voilà. Merci beaucoup Marina pour cette présentation. Julie, est-ce que tu peux nous présenter le CHU de Bordeaux ? Oui. Bonjour à tous. Alors le CHU de Bordeaux, centre hospitalier universitaire, des missions de soins. On reçoit à peu près 1 million de patients chaque année, donc ça vous donne un ordre d'idée du volume. De l'enseignement également, puisque CHU, le U de universitaire veut dire qu'on forme tous les professionnels de santé, les médecins de demain qui viennent chez nous en tant qu'internes. Et on a également une mission de recherche, puisque ça fait également partie des grandes missions des CHU que de faire de la recherche et de l'innovation pour les soins de demain. On est à peu près 15 000 professionnels à travailler au CHU. Donc, ce dont je vais vous parler lors de cette table ronde est évidemment marqué par la taille de l'organisation. Et on a une dispersion géographique, alors pas très étalée, hein, parce qu'on est sur la commune de Bordeaux et la commune de Pessac. Et on a 4 gros sites sur lesquels on travaille. Fait notable, on a à peu près 150 métiers différents, avec des horaires, des conditions de travail, des conditions de connexion ou de non-connexion, voilà, extrêmement disparates. Et on fonctionne 365 jours sur 365, 24 heures sur 24. Donc ça aussi, c'est une particularité importante quand on parle de com interne. Merci beaucoup Julie pour cette présentation. On termine par toi. Jean-Baptiste, peux-tu nous présenter en quelques mots Steeple ? J'en ai déjà dit 2 mots. Donc nous, une centaine de collaborateurs répartis. Donc on est basé à Rennes, notre siège. Après, on a des collaborateurs partout en France et on a un bureau à Barcelone. Et on équipe aujourd'hui plus de 1000 entreprises partout dans le monde qui sont très diverses et variées dans leur taille, dans leur secteur d'activité, mais qui ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes envie d'améliorer leur communication interne. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation et à vous 3 aussi pour les présentations de vos entreprises. Charlotte, j'avais promis de couper, de poser des questions. Je voulais que là, j'ai envie de couper. J'ai déjà une question pour vous. Vous allez pouvoir vous munir de vos consoles sous votre siège et répondre à la question suivante pour les 50 000 euros. Sur une échelle de 1 à 5, quelle note donneriez-vous à votre communication interne ? Voilà. L'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus sur la maturité de votre communication interne, où vous pouvez vous en être. Moins de 2, c'est pour ça que je suis là. 3, on peut s'améliorer. 4, je me tiens à la page. 5, je suis là pour le cocktail. Il y a toujours 1 ou 2 personnes qui répondent à 5. C'est tout le temps Bastien, tu crois ? À vous. Alors, dans quelques secondes. Alors, on a déjà les résultats. Donc, c'est une personne forcément pour la 5. On a également une majorité donc pour la numéro 3, donc des personnes qui ont potentiellement déjà amorcé une phase d'amélioration. Et on a également quand même, de manière résiduelle, des niveaux 2 et des niveaux 4. Donc voilà, merci pour ces informations. Et je pense que Charlotte, ça va amener des discussions autour de la table ronde. Merci Gwen et merci d'avoir répondu. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important d'améliorer ou de communiquer en interne ? Florence, est-ce que tu veux peut-être nous expliquer quelle démarche d'amélioration continue ou une démarche de lancement tu as lancée au sein de Seva Santé Animale ? Alors peut-être avant de commencer, je voulais un petit peu refaire un petit peu sur mon parcours pour que vous compreniez bien ce que je vais vous raconter. Donc j'ai été à peu près pendant 15 ans responsable de la communication d'un site de 250 personnes. Et donc à cette occasion-là, en fait le point de départ, ça a été le credo du dirigeant, de dire qu'il y avait une vraie dynamique à engager pour accompagner la transformation de l'entreprise et sa croissance, et que le mieux pour embarquer ses collaborateurs, c'était de leur expliquer où on voulait aller. Voilà. Et donc on a travaillé avec lui pendant ces années à répondre à 3 questions, mais toutes simples. Tu vous as tout à l'heure donné des exemples, c'est qui sommes-nous, où voulons-nous aller et comment.
comment on y va. Voilà. Et en fait, ça a été notre squelette, notre ligne directrice pendant ces années. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire du tailleur de pierre. Moi, je l'adore, cette histoire. C'est, vous irez voir sur Internet, allégorie du tailleur de pierre. Le tailleur de pierre, soit il va dire, voilà, moi je suis en train de tailler ma pierre de manière très mécanique, soit je suis tailleur de pierre mais pour construire un mur, ou soit je suis tailleur de pierre et moi, mon ambition c'est que je suis en train de construire la cathédrale de Paris par exemple. Et évidemment, quand le tailleur de pierre il se projette, et là je pense que vous allez faire le lien entre un collaborateur ou ce que va te dire un manager à son collaborateur. Est-ce que tu es en train de faire un mur, est-ce que tu es en train de faire une cathédrale, ou est-ce que tu tailles juste ta pierre? Mais en fait ça a été ça en fait notre démarche en communication, c'était d'expliquer le sens de où on veut aller. Et en fait, quand on sait où on veut aller, on est engagé, on a envie, voilà, on est content de venir le matin et on sait pourquoi on se lève. Enfin, c'est assez basique, ces 3 questions, mais pour moi, ça a été ça le leitmotiv. Et aujourd'hui, donc pour finir, depuis le mois de février, on m'a demandé de déployer cette dynamique de communication site sur l'ensemble des sites Seva en France. Donc le challenge, c'est de reproduire cette dynamique-là avec des directeurs qui n'ont pas forcément la même fibre que mon directeur de l'époque. Donc d'engager, de leur expliquer en quoi la communication, elle répond à ça, à ce besoin qu'on a tous viscéralement de savoir mais pourquoi on se lève le matin et pour aller où. Voilà. Merci beaucoup Florence, et je ne sais pas pour vous, moi j'ai bien aimé la métaphore du tailleur de pierre. Marina, j'ai envie de te poser la même question. Pourquoi c'est important la communication interne et pourquoi c'est important de continuer à l'améliorer? Alors moi, tout ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne concerne pas ce qui se passe dans ma société, mais plutôt ce que je peux observer quand j'interviens chez différents clients. Donc mon témoignage va concerner des multitudes d'entreprises avec des tailles d'entreprises différentes. Et je dirais que pourquoi il est important d'améliorer la communication interne à chaque fois, de ce que je peux observer, c'est, et peut-être encore plus aujourd'hui, après cette période Covid qui est quand même importante et qui a quand même un impact majeur sur notre fonction communication interne, c'est la nécessité de recréer du lien en fait entre les personnes. Et cette manière de recréer du lien, aujourd'hui, il a complètement évolué par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Donc les questions que les entreprises se posent aujourd'hui sont plus forcément les mêmes. Les questions sont plus posées au même endroit non plus dans l'entreprise, ne sont plus posées par les mêmes personnes, et la manière de les traiter est aussi complètement différente. On a une petite transformation de la production uniquement de la production d'outils à d'autres choses, à d'autres spectres de la communication interne. Donc je dirais le pourquoi c'est nécessaire d'améliorer sa communication interne, je dirais peut-être de créer ce lien en fait nécessaire. Merci beaucoup Marina. Julie, pourquoi c'est important d'améliorer la communication interne? Alors nous, on est dans un contexte bien particulier à l'hôpital. Si vous suivez la presse, vous voyez qu'on est dans un climat médiatique extrêmement favorable. C'est super sympa. Nous, on en a besoin pour être ensemble et vivre ensemble au sein de l'hôpital. La question de la mission, du pourquoi on est là, elle tombe sous le sens. Quand on choisit le secteur public, quand on choisit aujourd'hui l'hôpital public, ou qu'on l'a choisi il y a 20 ou 30 ans, on sait toujours pourquoi on se lève le matin ou pourquoi on vient le soir si on est de nuit. Donc ça tombe sous le sens. Par contre, être ensemble, vivre ensemble, à 15 000, c'est compliqué. Et c'est compliqué spécialement à l'hôpital, dans cette période post-pandémie, dans cette période où il manque du monde, c'est le temps qu'on peut consacrer à la com interne. Et nous, là, c'est presque une question à l'inverse, peut-être dans certaines entreprises, c'est que nous, on a une direction générale, un encadrement qui est très volontaire pour communiquer. C'est vraiment un choix stratégique de communiquer le plus possible en interne. Mais si je reprends les théories de communication, où on a un émetteur et un récepteur, chez nous, l'émetteur, nickel, pas de souci, on a des circuits. Par contre, côté récepteur, on a un manque de disponibilité, presque un manque de consentement à consacrer quelques minutes ou un peu plus à de la communication interne, pas par manque de volonté, mais par manque de temps. Combien de fois on entend, avec Amandine Mariotto de l'équipe que je salue et qui est vraiment très impliquée pour faire bouger la com interne, combien de fois on entend l'affiche « je ne l'ai pas vue ».
Ah ouais, l'intranet, j'y suis passée, mais là, je t'avoue, j'ai pas scrollé en bas de la page. L'événement, ouais, je suis passée 5 minutes, j'ai passé une tête, ok. La revue, ah ouais, j'ai survolé, voilà où on en est aujourd'hui. Et ça, nous, on a besoin absolument de le transformer. Et donc, c'est pas la taille, c'est le temps qui compte. Et on voit bien dans nos indicateurs, parce qu'on en a, le nombre de vues sur nos articles, ou la participation à nos événements, ou le nombre de mags qui restent à l'issue de la publication, qui n'ont pas été pris sur les bornes, puisqu'ils sont en distribution libre. Nous, ça nous interroge beaucoup. Et on essaie petit à petit de moderniser nos circuits d'information. Il y a 4 ans, quand j'ai pris cette mission au CHU, c'était ma feuille de route, transformer les circuits de com interne. Donc ça, on le fait avec Amandine. On a transformé nos outils. Et l'axe sur lequel on travaille de façon vraiment majeure, c'est celui de la valorisation des équipes et des personnes. Valoriser les métiers, valoriser le travail entre les équipes, à tel point, je vous en parlerai après, que ça devient presque une force pour en faire un axe de com externe. Voilà, on travaille beaucoup sur cette porosité interne-externe. Merci beaucoup Julie, et j'ai hâte que tu nous parles un peu plus en détail de cet axe interne-externe. Jean-Baptiste, je termine avec toi. Pourquoi c'est important d'améliorer sa communication interne ? Pourquoi ? J'ai envie de te dire parce qu'aujourd'hui les collaborateurs ils le veulent. Déjà, c'est quelque chose, ça, les anciennes générations et les anciens chefs d'entreprise ne comprennent pas forcément que les choses ont changé. On est habitué à avoir des gens qui venaient, ils faisaient 40 ans dans la même entreprise, ils disaient rien, ils faisaient leurs horaires, ils partaient avec la médaille. Et là, aujourd'hui, donc il y a les nouvelles générations qui sont arrivées sur le marché du travail, qui disent, je sais pas, il y a des représentants, on leur dit que 40 ans dans la même entreprise à faire la même chose sans comprendre forcément pourquoi. Alors j'exagère, ça fait pas rêver. Et ce qui s'est passé aussi depuis le Covid, c'est que finalement, c'est plus les nouvelles générations, c'est un peu tout le monde. Et tout le monde, dans cette recherche de sens aussi, on partage beaucoup ce thème de sens, s'est dit, moi au final, c'est peut-être pas dans l'entreprise en face que je vais aller si je quitte l'entreprise, mais c'est peut-être une réorientation, je vais peut-être changer carrément de voie. Et donc, on voit des taux de turnover qui augmentent. Et ils le veulent, les collaborateurs, et ils le disent. Et alors, ça, c'est le pire des cas. C'est le pire des cas, c'est quand carrément ils claquent la porte. Et c'est le signal le plus fort qui existe. Après, il y a plein de petits signaux faibles qu'on a dans les entreprises. Donc, le signal le plus faible, c'est on entend des personnes à la machine à café dire « je suis pas au courant », ou on voit des rumeurs radio carpet qui circulent. Vous dites un truc, ça vous revient 24 heures plus tard complètement déformé. Vous dites « mais j'ai jamais dit ça ». Et donc là, vous vous battez. Mais pareil, quand vous faites un événement, vous dites « il y a personne », mais c'est aussi des personnes qui, justement, veulent être impliquées, créer du lien, donner du sens. C'est le rôle de la communication interne. Donc, il y a plein de petits signaux faibles comme ça. Et même quand il y a des managers, on se plaint toujours de dire « ah, il n'a pas passé le bon message », mais soit volontairement, soit involontairement, c'est aussi que lui aussi a envie d'être beaucoup plus impliqué dans la communication interne. Donc, il y a le signal le plus fort qui est le départ, il y a des signaux qui sont faibles, et il y a le moyen aussi de transformer des signaux faibles en signaux forts, c'est tout simplement de faire des enquêtes. Je ne sais pas si nos intervenants aussi en ont fait et en font régulièrement, mais c'est le seul moyen que vous avez de prendre conscience, si jamais vous avez envie de prendre conscience, parce qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent non, il n'y a pas de problème, qui disent moi je vais voir les gens et ils me disent rien. Oui, il y a peut-être une raison pour laquelle ils ne disent rien aussi, c'est peut-être un problème de com interne. Donc faire des enquêtes, ça permet aussi de transformer des signaux faibles en signaux forts. Merci beaucoup Jean-Baptiste, et je me permets de rebondir sur l'enquête. Marina, je sais que toi tu utilises un outil sur la partie enquête et l'accompagnement que tu proposes à tes clients, tu peux nous en dire plus ? Oui, alors moi j'utilise un outil qui s'appelle Worker. Alors la question des enquêtes, c'est un grand sujet. Il y en a effectivement dans beaucoup d'entreprises qui sont régulières, tous les 2 ans, tous les ans, enfin chacun à son rythme. Et depuis que je fais ce métier-là, j'ai jamais trouvé un outil qui convenait à ce qui me paraissait important de questionner dans l'entreprise, ce qui me paraissait important d'aller questionner chez les collaborateurs. Bien souvent, les enquêtes, les outils que j'ai pu trouver invitait les collaborateurs à donner une note, à évaluer son manager. Donc il y a un côté c'est bien, c'est mal, c'est bien fait, c'est mal fait, il est bon, il est mauvais. Et en fait, le manager et l'entreprise adaptaient son comportement à la note qu'il recevait. Et je trouve que ça biaise la bonne dynamique interne, ça apporte pas les bons éléments de réponse à la lecture des résultats. L'outil Worker, il a ça de différent, c'est qu'il va évaluer, enfin, il va pas évaluer, il va demander à la personne de se positionner
par rapport à son ressenti sur l'item qui est posé. Donc il y a 21 questions, il y a 7 critères. La restitution se fait sous forme de maison, donc en plus c'est très visuel et ça facilite l'engagement dans l'action d'amélioration derrière. On va améliorer telle pièce, on va améliorer le plancher, on va améliorer le toit. Et les 21 critères, c'est simplement de se dire, imaginez vous êtes sur une falaise, il y a le gouffre au bout de la falaise, il y a un collaborateur qui peut être au bord de la falaise, il sera complètement OK, il n'a pas le vertige, il est complètement OK, il est à l'aise avec ça. Vous avez un autre collaborateur, vous le mettez le plus loin possible de la falaise, il va se sentir en danger. Et en fait, cet outil, c'est ça qui va mesurer, et je trouve ça beaucoup plus pertinent, en fait. Et puis après, dans le critère dans le système de réponse aussi, c'est sur les 21 critères, c'est bleu, ça me manque, mettons la communication interne, c'est un des critères, notamment sur les 21. C'est bleu, ça me manque, c'est rouge, c'est en excès. L'excès n'étant pas bon non plus. Tu vois, et du coup, et puis, entre le bleu et le rouge, il y a 50 nuances de réponse. 50 nuances. Merci. Voilà. Et en fait, je trouve l'outil assez pertinent. Et derrière, ça permet d'enclencher des actions les plus justes par rapport à l'organisation. Merci beaucoup, Marina. Et de toute façon, on pourra en reparler de l'outil après, à la fin de la table ronde. Florence, je voulais juste te poser la même question sur une enquête lors de ta prise de fonction en 2022. Voilà. Effectivement, on a eu aussi, alors nous on a eu un baromètre interne, je pense un peu plus traditionnel, qui avait plutôt été lancé dans mes souvenirs par l'ARH Corporate. Et effectivement, les résultats ont été, donc c'était des enquêtes sur l'engagement, et les résultats ont pointé du doigt ce manque de com interne. En fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a en tout cas, je sais pas, une com interne, on va dire groupe, qui est très présente, bien développée, qui fonctionne bien. Mais il n'y avait pas en fait en local de relais ou d'incarnation de ces grands, de ce qui se passe finalement globalement. Je pense que pour moi, voilà, mais c'est aussi parce que je pense que je viens du terrain, ma croyance forte, c'est qu'en fait, il faut vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une com globale forte, mais aussi en local, en interne. Qu'est-ce qui intéresse les gens ? C'est qu'on leur parle d'eux, en fait. Voilà. Et que parfois, quand une entreprise grandit, un groupe grandit, en fait, on perd cette proximité. Voilà. Et donc, ma fonction de com de proximité, c'est vraiment ça. C'est d'aller re-questionner en local ce qui fait vibrer, ce que j'ai tout à l'heure, ce qui fait sens pour les gens. Et donc, je pense que l'équilibre, il est intéressant d'aller se dire, voilà, on a une marque ou une com globale forte, mais en local, qu'est-ce qu'on fait dans chaque site pour qu'en fait, on s'approprie, on déploie, on relaie et on incarne en fait de manière forte ce qu'on a envie d'être en fait. Voilà. Donc il y a un exercice souvent assez de gymnastique pour un directeur de site de se dire ok, donc il y a des grands principes ou des ambitions fortes qui sont données par le groupe, et puis comment on se les approprie sur notre site. Donc pour donner un exemple, par exemple chez Seva, voilà, on a des ambitions fortes d'aller au-delà de la santé animale. Donc voilà, nous on soigne on soigne les animaux, mais au-delà de ça, je pense que vous l'avez compris avec le Covid, on voit qu'un certain nombre de zoonoses, de maladies qui existent chez les animaux peuvent se transmettre. Alors si on croit à cette piste-là, évidemment, le pangolin, on n'y croit pas, mais en tout cas, si on croit à cette piste-là, on voit que pour ça ou pour d'autres, ou la grippe aviaire ou autre, qu'il y a des maladies qui se transmettent à l'homme. Nous chez Seva, on se dit, voilà, on va au-delà de la santé animale et on soigne aussi les hommes. Et en fait, quand on a ça, quand on a cette communication corporate qui est forte, c'est super, parce qu'en termes de sens, on se dit, moi je sais pourquoi je bosse, mais la personne qui est sur la ligne de prod ou qui est dans le labo de contrôle qualité, tous les matins, est-ce qu'il se lève vraiment pour ça ? Oui, mais pas que. Et donc notre boulot de com de proximité, c'est de retraduire ça de manière plus formelle, plus concrète, plus court terme, et de dire, nous, là, cette année, on lance un produit hyper important pour aller soigner telle maladie. Et donc, cette année, le labo R&D, il travaille là-dessus. En prod, vous allez produire 500 millions de comprimés. Et, voilà. Et donc, c'est ça qu'on retravaille. On retraduit de manière très concrète des choses qui peuvent être un petit peu trop loin, mais qui sont essentielles. Parce que si on n'a pas ça, ça ne marche pas non plus. Merci beaucoup, Florence. Tu nous expliqueras plus en détail les exemples et peut-être détailler vraiment les opérations de communication.
Merci beaucoup à tous les quatre pour vos réponses. J'ai une nouvelle question, Charlotte. Du coup, je rebondis par rapport à ce que Florence et Julie parlaient des outils, notamment, je crois, de l'intranet. Oui. Julie, d'ailleurs, vous nous avez dit que c'était Amandine aussi qui s'occupait de l'animation, de la communication interne avec vous. La nouvelle question, donc vous allez pouvoir reprendre vos consoles situées en dessous de votre siège pour une nouvelle question à 60 000 €. Alors, la question, ça va être comment communiquez-vous en interne? Voilà, tout simplement, pour savoir un petit peu, on a cité quelques outils, on a envie de savoir un peu, et la table ronde a envie de savoir, comment vous communiquez en interne avec comment votre direction également communique avec vous. Vous avez encore quelques secondes. Seulement 2 réponses, 3. C'est le temps de se reconnecter. « 13 réponses, 15 réponses, très bien. On va faire le débrief directement, Charlotte, comme ça. Ça marche. Je vais me mettre juste ici pour bien lire. Donc on a beaucoup d'intranets, Steeple depuis peu, magazine interne qui revient bien, le mail également en gros et en rouge, WhatsApp, des réunions directes, l'article intranet, mon actu en 120 secondes. Ah, ça c'est intéressant. Ça peut être peut-être en vidéo, du coup, j'imagine, une communication vidéo. Et enfin, Workplace, voilà, également, et la newsletter. Voilà comment communique notre public de Bordeaux, Charlotte. Merci Gwen, et merci à tous d'avoir répondu. On poursuit cette table ronde, et après le pourquoi, on se pose la question aussi du comment. Et à travers le comment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir la manière dont vous allez travailler en interne, avec votre équipe, les autres services, quels sont les gens aussi qui vous portent dans l'entreprise, et au contraire, ceux qu'il faut aller chercher. Enfin, voilà. Julie, est-ce que tu veux bien commencer et nous expliquer un petit peu comment ça se passe au centre hospitalier universitaire de Bordeaux? Alors, nous, on a 2 techniques. Je fais un peu grossier, hein. L'arrosage et la dentelle. Alors, j'aime bien. Sur l'arrosage, on a un petit peu de tout ça. On n'a pas Steeple depuis peu. Voilà. Peut-être que ça pourra se régler. On verra ça au cocktail après. Mais on a un intranet, on a un magazine, on fait des mails, ça, il n'y a pas de problème. On fait des événements, on fait des campagnes d'affichage. Pour beaucoup de nos campagnes, on va arroser. Et ça, c'est une habitude qu'on a encore plus prise au moment de la pandémie, parce que quand vous devez faire réagir une petite boutique de 15 000 personnes avec la crise qu'on a vécue et qu'il faut qu'en 24 heures, vous soyez passé en mode crise, on fait du multicanal à fond. Donc, on utilise tout et on avait créé des outils dédiés à ce moment-là. Donc, vraiment, on y va très, très largement. Un des outils qui n'est pas cité aussi, mais qui nous sert en com interne, et je reviens toujours à ma thématique porosité interne-externe, c'est que pour nous, LinkedIn, c'est un outil de com interne. Alors, on est malin, évidemment, on n'y met pas des infos trop sensibles. On y met des infos qui restent suffisamment valorisantes parce qu'elles vont être vues à l'extérieur. Mais pour nous, c'est important. On a entre 3 et 4 000 collaborateurs qui sont sur LinkedIn et qui nous suivent pour ça. Pour nous, ça, c'est très important. Il y a eu un hiatus dont on s'est très vite aperçu pendant la crise sanitaire, c'est qu'on était très, très, très réactifs sur la com externe. Pas le choix, hein. Quand vous avez 15 journalistes devant votre porte avec les caméras de BFM, vous dites pas attendez, je vais informer ma cible interne et après je vous réponds. Donc on a eu le temps, on a souvent pris l'habitude de faire des choses en simultané, le point presse et puis l'info interne. Ça va quelque temps, mais on s'est rapidement aperçu qu'il y avait un vrai décrochage entre ceux qui suivent les réseaux sociaux et ceux qui les suivent pas. Et ça, c'est une problématique parce qu'on va très vite, nous on répond à énormément de sujets externes et c'est dur de garder tout le monde dans ce même mouvement. LinkedIn, c'était un moyen pour dire à ceux qui étaient ni sur Insta parce que c'est que des photos, ni sur Twitter parce que c'est trop violent, dire bon voilà, sur LinkedIn, c'est une communauté d'entreprise, vous pouvez nous suivre. Donc ça, c'est un outil qui est important. Donc voilà, on arrose sur nos grands sujets, nos grandes campagnes. Et puis aussi, dans certains cas, on fait de la dentelle parce qu'il faut aller voir tel service, tel secteur d'activité. Et là, on se déplace physiquement. On a des techniques de pied dans la porte qu'on maîtrise bien maintenant. Vous faites un comité de pôle, on va venir et on va vous parler de ça.
Alors au début, ils se disent bah oui, pourquoi? Et en fait, finalement, on est toujours hyper bien accueillis. On a des gens qui en redemandent. Ça, c'est dur parce que la taille de l'organisation, elle est très très large et que l'équipe est petite. Mais quand il faut, on est plusieurs à aller dans le secteur des urgences, à l'hôpital des enfants, en cardio, pour vraiment faire de la toute proximité. C'est ce qu'on a trouvé de plus adapté. Merci beaucoup Julie pour le partage et je me permets de rebondir aussi. Vous allez avec la technique du pied dans la porte, j'ai noté, vous arrivez à aller dans les réunions de cadres de santé. Est-ce qu'ils arrivent aussi à revenir finalement vers vous? Vous instaurez une sorte de relation, de réflexe où ils viennent vous voir aussi, ou c'est plus vous qui allez? Alors, sur les remontées terrain, alors nous, on est présent dans tout ce qui est assemblée générale d'encadrement, réunion des cadres. Donc, on a beaucoup de remontées à ce moment-là. La température des équipes, on y était encore mardi matin, toute la matinée. Donc, on sait où en sont les cadres de tous les services, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire. En général, on repart avec une liste de courses absolument énorme. Et puis, on a aussi un truc tout simple. On a un mail générique dans l'équipe, communication@chu-bordeaux. Et là, tout le monde nous envoie des tas de trucs. Des bonnes idées, des besoins, des doléances, des choses étonnantes, des talents internes. On en a encore vu un hier matin, quelqu'un qui est très très fort sur TikTok et qu'on ne connaissait pas et qui s'est fait connaître comme ça. Donc ça, on va dire que ça tourne vraiment très très bien depuis maintenant 1 an et demi. Et cette messagerie croule sous les bonnes idées, les demandes. Donc on essaie de répondre à tout le monde. Ouais. Il y a une forte culture de l'engagement, de la mobilisation, oui, et même au service de la communication. Oui, et puis c'est vrai que pendant la crise, ça nous a aussi beaucoup servi. Ça a été une période très très dure à l'hôpital, tout le monde le sait. Mais on en a tiré d'énormes bénéfices. En termes de réflexe de com, c'est devenu vraiment l'ADN d'un petit peu tout le monde. Parfois avec des excès. Il y avait beaucoup de vidéos à un moment. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'infos un peu trop sensibles qui sortaient partout. Mais on a gardé le meilleur de ça et aujourd'hui, c'est un réflexe. Merci beaucoup Julie pour ce partage. Marina, je te pose la même question. Comment on fait finalement pour améliorer sa communication interne? Comment tu te positionnes toi par rapport aux entreprises que tu accompagnes? Alors moi, ce que je peux observer, c'est un peu tout ou un peu rien. En fonction ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des tailles d'entreprise, mais parfois j'arrive dans des organisations, il n'y a absolument aucune communication interne. Et à l'inverse, il y a d'autres organisations où, voulant bien faire, il y a trop de communication interne. C'est-à-dire que tout ça, c'est activé en même temps et ça devient illisible, en fait, pour les collaborateurs. Je peux aussi observer sur des profils PME, alors il n'y a pas beaucoup de dirigeants dans l'entreprise, de dirigeants là dans l'assistance, mais certains dirigeants ont une crainte du mot communication. Derrière le mot communication, ils peuvent entendre propagande, ils peuvent entendre bullshit, ils peuvent entendre... il y a peu de crédibilité du mot communication. Et puis certains en sont encore à me dire, non mais attends, moi mes gars ils sont là pour bosser, je les paye pour bosser, je les paye pas pour qu'ils lisent des trucs, qu'ils écoutent des trucs. Voilà. Bon. Donc quand on a ça entre les mains, faut y aller. Et puis, si je croise ce que Julie et Florence racontent sur la perception aussi des outils de com en interne, aujourd'hui, et de ce que je peux observer aussi, c'est que j'invite à faire évoluer le métier de communicant interne, non plus vers de la production de contenu, mais de la création de conversations dans l'entreprise. Le contenu étant un prétexte à conversation. Et du coup, les conversations, elles peuvent être variées, elles peuvent prendre des formes complètement différentes. Ça peut être de la bilatérale, ça peut être du point du matin, ça peut être... voilà. Et le support de com que l'instance communication interne, s'il y en a une dans l'entreprise, pourrait produire, devient un outil de conversation avec le management. Et on remet aussi le manager au cœur de ces conversations-là. Bon, c'est pas tous les jours facile parce que, alors pardon pour tous les communicants qui sont là, mais certains s'accrochent quand même beaucoup à des anciennes croyances sur le métier. Et le métier change. Voilà. Moi, j'essaye de faire passer ça en fait dans mes interventions. Tu as bien raison. Merci beaucoup Marina. Florence, comment on fait finalement pour améliorer la communication interne? Quelles ont été les étapes chez Seva Santé Animale que tu as pu déployer?
Alors, effectivement, la question, ça a été de reposer la question des besoins, en fait. Quand, là, que ce soit dans mon expérience, on va dire site, ou là, de ce que je vis depuis le début de l'année, c'est quand on arrive effectivement sur un site, soit il y a de l'affichage qui existe, il y a des rituels qui sont installés, et là, soit on se dit, ok, on développe, on vérifie que ça marche bien. Moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est plutôt de remettre en fait la communication sur un niveau un petit peu plus stratégique, et donc de passer du temps avec l'équipe de direction, avec le dirigeant, pour se dire, ok, c'est quoi vos enjeux à court, moyen, long terme pour le site, et donc en quoi moi, l'équipe communication, ou vous, la com, c'est pas moi d'ailleurs, c'est en quoi la communication peut aider à atteindre ses objectifs, ses ambitions. Et donc là, on a eu un exercice qui était intéressant. Chez nous, l'été, c'est le temps des budgets. Et je me suis dit, alors, allons-y. Donc, j'ai pris rendez-vous avec ma collègue qui est ici dans la salle, avec les directeurs de site, et on leur a dit, on va faire un petit point budget. Donc, évidemment, au début, c'était, oui, alors effectivement, j'ai besoin de goodies. Mais bon, là, d'ailleurs, c'est vrai que les polos, c'est compliqué à faire chez CEA, il faudrait qu'on fasse. Et là, je me suis dit, oh là là, Ramon. Et donc, voilà, on a écouté et on a recentré le débat sur, voilà, c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vos ambitions, qu'est-ce que vous voulez être dans 4-5 ans. Et donc, parfois, il y avait des vraies visions et des vrais roadmaps sites qui existaient, parfois, il n'y en avait pas. Donc, déjà, il y a un vrai challenge, d'accompagner l'équipe de direction pour lui dire, formalisez un petit peu plus où vous voulez aller, et pour après l'expliquer à vos collaborateurs. Et après, c'est comment la com peut vous aider. Alors, je vous donne un autre exemple. Sur un certain nombre de sites, on a de la production qui doit être multipliée par 2 ou par 3 d'ici 5 ans. Qui dit production multipliée par 2, par 3, soit on achète des nouvelles machines, mais il y a aussi des gens à recruter. Et dans l'industrie, en ce moment, c'est pas évident. Et puis nous, on est dans le Grand Ouest, c'est pas évident non plus. Bon, comme partout, j'ai l'impression. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire, la com ? Vous avez des difficultés de recrutement, ok, on va bosser avec les RH, on va travailler sur l'attractivité du site, sur comment on fait mieux connaître le site en local, qu'est-ce qui existe, etc. Donc sur la marque employeur finalement. Et donc hop, je rentre par le petit tuyau de la marque employeur, et on commence à positionner la fonction comme ça. Parce qu'effectivement, en fait, j'ai en face de moi pour le coup, contrairement au CHU, des dirigeants qui sont, alors pour certains, heureusement, qui ont cette fibre-là, mais pour d'autres qui ont des visions très ingénieurs, très industrielles, très court-termistes de, voilà, moi j'ai tant de produits à sortir à la fin de l'année. Donc quand je parle à ces gens-là, il faut que je leur parle à leur niveau, en fait. Donc voilà, donc moi, mon travail, c'est de repositionner la com à ce niveau-là, et qu'en fait, la partie outils et support, elle arrive après. Ça, c'est une solution. Ok, on va faire une plaquette, on va aller sur un salon, on va mettre en place un affichage, etc. Mais voilà, la première question, c'est d'aller comprendre c'est quoi la problématique, c'est quoi les enjeux qui sont rencontrés pour ensuite bosser. Merci beaucoup, Florence, c'est hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Jean-Baptiste, je te pose la même question. Comment on fait finalement pour améliorer sa communication interne ? Comment on fait ? Déjà, il y a un point commun, c'est il y a des directions qui sont impliquées. Et Marina aussi, tu soulignais le fait que sans la direction, vous pouvez rien faire. Vraiment, si vous avez une direction qui n'a pas compris l'intérêt de communiquer en interne, alors il y a première possibilité, parce que si vous essayez de les convaincre, ça ne marchera pas. Argument contre argument, c'est toujours la direction qui gagne. Ça, c'est la règle. Même dans mon entreprise, c'est pareil. Par contre, à argument contre data, c'est toujours la data qui gagne. Donc quand vous arrivez avec des chiffres, avec une enquête, quelle qu'elle soit, mais ça peut être juste, vous distribuez un bout de papier, vous allez faire le tour et vous demandez est-ce que vous êtes satisfait de la communication interne ? Oui, non, anonyme. Et vous revenez avec ça, déjà vous avez de la data. Et déjà vous avez le moyen d'aller discuter quelque chose qui est important, c'est de professionnaliser le métier et demander des moyens. Parce que être communicant interne, c'est une expertise, c'est un métier. Et ce métier, c'est comme l'artisan tailleur de pierre, eh bien, ça demande des compétences et ça demande des outils. Parce que notre rôle, c'est pas de communiquer. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de communiquer, que ce soit vu et que ce soit compris. Ça, c'est notre rôle. Donc, ça veut dire qu'il faut s'adapter à nos générations et dans le monde dans lequel on vit. Et quand on communique avec des tableaux d'affichage, combien de personnes ici adore regarder un tableau d'affichage? Non, personne. Dans l'ère dans laquelle on est, il n'y a pas de monde.
Il n'y a pas de monde où vous avez des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise qui disent « Ouais, j'adore les tableaux d'affichage » et en dehors, ils sont sur des groupes WhatsApp. Même ma grand-mère a un groupe WhatsApp. Ma mère est sur Netflix. Donc, le papier, vous ne pouvez pas travailler avec des outils qui datent du siècle dernier. Donc, il va falloir aller demander des sous. Parce qu'il y a plein d'outils extraordinaires qui existent, il y a des compétences. Les compétences, soit vous les intégrez avec des recrutements, soit vous formez les managers, soit effectivement, il y a des personnes qui ont ces compétences en externe. Ça demande des moyens pour créer du contenu, de la vidéo, ce qui colle à notre époque, et puis des outils. Alors, moi, je ne vais pas prêcher par ma paroisse, il y a plein de bons outils. Mais il y en a plein aussi qui sont là, qui ne sont pas des bons outils. Et qui ne sont pas pour vous aider, parce qu'on va multiplier les canaux, donc au final, on va perdre du temps à multiplier partout. Non, trouvez le bon outil qui correspond à votre population. Si vous avez tout le monde connecté, si vous avez du multisite, faites un cahier des charges, faites un état des lieux de ce qui marche en contenu et ce qui ne marche pas. Regardez les personnes moteurs et allez-y petit à petit. Ne faites pas une grande révolution du jour au lendemain, mais c'est de l'amélioration continue. Mais montrez que c'est une expertise et prenez-le vraiment en ce sens. Merci Jean-Baptiste. C'est un vrai coup de gueule. C'est la passion. C'est la passion de la communication. Merci Jean-Baptiste et merci à toutes les trois. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va rentrer encore un peu plus dans le cœur du sujet avec des exemples. Est-ce que vous pourriez nous communiquer des exemples, des opérations, des rituels, des publications, des événementiels, des choses qui fonctionnent dans vos entreprises? Julie, est-ce que tu veux bien commencer? Alors oui, quelque chose qui fonctionne grâce à une campagne qui a été lancée en novembre dernier de marque employeur. Donc nous, on a lancé le concept soignante, en écriture inclusive, soignante, sois fière. On l'a lancé l'hiver dernier face à une problématique mais que tout le monde connaît parce qu'on entend beaucoup parler sur le manque de recrutement à l'hôpital et l'ensemble des conséquences. Qui veut venir travailler à l'hôpital public aujourd'hui? Donc on a vraiment travaillé là-dessus, nous d'abord, sur une campagne en interne de valorisation des métiers. Là aussi, contexte post-pandémie, il y avait une volonté de s'affirmer, d'affirmer son métier, d'affirmer la contribution qu'on avait apportée dans la crise sanitaire, parce qu'on avait tendance à focaliser sur certains métiers récurrents. Et puis, quand vous travaillez dans les laboratoires, quand vous travaillez à l'hygiène hospitalière, vous n'êtes pas forcément très connu. Et donc, on a une mise en valeur, une mise à niveau, on va dire, de l'ensemble des métiers qui sont présents à l'hôpital. Et les besoins sont partout. Donc on a vraiment choisi un axe où c'est des témoignages, des gens qui parlent de l'ambiance dans les équipes, de la façon dont ils bossent, pas que l'aspect technique du métier. Et on a été très très présents sur les réseaux sociaux. Et on a volontairement pris le contre-pied de la sinistrose ambiance avec un code graphique très pop, des couleurs primaires, des gros ronds, une infirmière extrêmement souriante. Et on a lancé notre campagne ensuite à l'externe, donc sur mobilier urbain, sur beaucoup de réseaux, dans des salons de recrutement. Donc voilà, c'est vraiment un concept de marque employeur qu'on a lancé sur plusieurs mois. Et quelques mois après, on voit que ça fonctionne. Entre juin et fin septembre, on a recruté 1000 personnes. Donc sur 4 mois, sur les postes infirmiers, infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture. Pour vous donner une idée, sur une année classique, c'est entre 750 et 800. Sur 12 mois. Et donc là, on est à 1000 sur 4 mois. Donc là, vous disiez, la tata, elle parle toute seule. Alors, il n'y a pas que la com, même si je pense que la com, elle a été bien faite. Il y avait des mesures RH, il y avait des facilitations d'organisation. C'est évidemment un travail conjoint avec la DRH, mais ça, on est tous d'accord pour dire que comme interne, on bosse toujours bien quand on bosse avec la DRH. Là, c'était le cas. Donc, bilan très positif. Après, il y a un enjeu derrière, c'est fidéliser ces milliers de personnes qui sont arrivées. Ça, c'est un autre volet, mais ça va, voilà. En tout cas, pour l'instant, bilan positif. Merci beaucoup Julie pour le partage. Florence, je te pose la même question. Est-ce que tu peux nous communiquer, nous partager des exemples d'opérations, de publications, de communication qui fonctionnent? Parce que je vais rebondir sur la fidélisation, pour le coup. Ça va être complémentaire. Toujours dans cette histoire de sens, je vous parlais tout à l'heure des 3 questions qu'on posait, le qui sommes-nous, où voulons-nous aller, comment. Et en fait, une chose toute bête, entre guillemets, c'est d'avoir travaillé sur des supports sur lesquels, en fait, on a donc des petits livrets sur lesquels on a expliqué, on a écrit
un genre de petite bible un peu, voilà, notre petit référentiel qu'on garde pendant 3-4 ans. Et donc ça, il faut l'accoucher, il faut l'écrire avec le plus de monde possible dans l'équipe. Donc c'est pas que l'équipe de direction, c'est aussi les managers, c'est les collaborateurs qu'on a embarqués à travers des ateliers. Moi, je crois aussi beaucoup au fait que quand on fait participer les collaborateurs et les managers à la communication, enfin en tout cas à l'accouchement de choses qu'on veut, tout de suite déjà on s'engage mieux. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait 3-4 fois, voilà, donc qu'on a réédité. Et en fait, ça, je trouve qu'en termes de com, ce qui est assez puissant, c'est qu'une fois que ça c'est écrit, ça nous donne aussi notre fil rouge pour un certain nombre d'actions. Par exemple, donc nous on l'avait appelé, on avait eu un cap 2016, ça commence à dater, et là on a ambition 2025. Et en fait, à partir des actions qui sont écrites, dès qu'il y a des choses qui se passent, on raccroche. Par exemple, on fait une semaine sur la qualité de vie au travail, ou on a un partenariat avec Andy Chien, et hop, on dit regardez ça se raccroche à notre axe 4 ou notre axe 3 qui était attractivité, par exemple. Voilà. Donc, à chaque fois, on relie des actions de communication qui avant auraient pu tomber un peu comme ça. Là, maintenant, on dit voilà, on a cette dynamique de partenariat, on a cette semaine de qualité de vie au travail parce que on s'est engagé à travailler cet axe-là sur les 4 années qui viennent. Et donc, on capitalise dessus. On en parle lors des réunions managers. On a des réunions managers tous les mois qu'on appelle des team time, où on rassemble l'ensemble des managers d'un site. Et ensuite, chaque manager repart avec un kit de cascading, donc un support qui l'aide après à animer ses réunions de service. Et donc, il y a cette structure, nos ambitions qui sont à l'intérieur. Donc, en fait, il y a un genre de squelette c'est pas très, qui nous permet de driver un peu nos messages et de donner du sens. Et en fait, à force de répétition, comme la structure elle est là et que le sens est clair, ça s'ancre et ça s'incarne. Je sais pas si c'est assez... Oui, très clair. Le guide du manager, c'est vrai qu'on a parlé sur des précédentes tables rondes pour justement remettre le manager au centre de la proximité et embarquer ses équipes. Des fois, il est un petit peu démuni. Il ne sait pas comment bien communiquer. Voilà. C'est un expert, c'est pas forcément un communicant, donc c'était dans ce sens-là, j'imagine. C'est exactement ça. En fait, on a ce livre référentiel qui a été communiqué à l'ensemble des collaborateurs. C'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, soit lors d'une réunion annuelle ou lors d'un événementiel, on lance cette dynamique de projet d'entreprise. En fait, on peut l'appeler ça comme ça. Et ensuite, après, chaque mois, le manager peut illustre en fait avec des actions très concrètes ce qui est fait dans ce cadre-là. Voilà. Et donc. Bon, il y a aussi un accompagnement managérial à faire pour, comme vous le dites. Là, le raccourci était peut-être un petit peu rapide, mais en fait derrière, il y a aussi expliquer aux managers, et là avec les RH, voilà, c'est quoi être manager. Il y a un rôle de communicant, un rôle d'embarquement. On peut aussi les aider à pitcher entre guillemets, à être un peu meilleur dans leur dynamique de communication. Et puis il y a un accompagnement, ça se fait sur 3-4 ans. Enfin, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais en tout cas, c'est des dynamiques qui marchent bien. Merci beaucoup Florence. Marina, je te pose la même question. Est-ce que tu peux nous partager des exemples qui ont fonctionné peut-être chez tes clients ? Ouais. Bon, alors moi, j'aborde la communication avec 2 jambes. La jambe, je communique pour informer, et l'autre jambe, je communique pour engager. La communication d'information, elle fonctionne avec ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire au plus proche du terrain, ça fonctionne mieux, puisque l'idée, c'est de donner de l'information qui est utile au collaborateur pour qu'il fasse bien son boulot. Et là, je vois que de s'inspirer des techniques du lean management, par exemple, fonctionne très très bien. Et tous les rituels de communication qui sont utilisés et insufflés par le lean management fonctionnent bien. Donc on a le management visuel. Alors même si on est en délocalisé, le management visuel se pratique. On a Klaxoon, on a plein d'outils qui permettent aussi de faire du management visuel. Et puis les temps de communication très courts. Voilà, par exemple, il y a mon actu en 120 secondes. Ça, c'est très malin en fait. Et ça fonctionne très très bien pour la communication d'information. La communication d'engagement, je reviens sur mon idée de la conversation. Et là, le déploiement de toutes les techniques de facilitation de l'intelligence collective sont hyper utiles et hyper performantes en fait. Et à partir du moment où on met le collaborateur acteur, tu le disais aussi dans l'information, à partir du moment où on met le collaborateur acteur de son métier, des décisions, des changements, les changements sont permanents aujourd'hui. Plus il est acteur, plus il y va, plus il le comprend, plus il s'engage. Et ça, c'est intéressant quand ça devient une vraie culture d'entreprise.
Et ce qui fonctionne aussi très bien, c'est le tribal. Alors, derrière tribal, il y a le communautaire, il y a le rituel, il y a voilà, toutes ces petites actions qui ne sont pas de l'outil à proprement parler, mais qui sont des opportunités de se sentir appartenir à un collectif et de faire partie d'un projet, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Marina. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous donner des exemples de communication qui fonctionnent ? Oui, Charlotte. Merci. Nous, chez Steeple, on est un peu notre propre laboratoire. Donc, ça fait 5 ans qu'on teste plein de choses en interne. Donc, on est allé très loin. Et donc, bon, d'habitude, on le donne qu'aux clients. Mais là, allez, je vais faire une exception. Donc, pour vous expliquer, nous, on a basé vraiment notre communication interne sur 3 piliers. L'onboarding, l'événementiel et les publications sur notre outil de publication, que je ne citerai pas. S'il te plaît. Premièrement, déjà, l'onboarding. Ça, c'est un point qui est souvent oublié. Mais quand on sait qu'il y a 28% des collaborateurs qui quittent l'entreprise dans les 45 premiers jours, il faut mettre une attention particulière. Et pour ça, et pour vous montrer que je ne suis pas fâché aussi avec le papier, on a créé un livre qui s'appelle le Culture Book et qui est envoyé aux collaborateurs dès qu'il signe son contrat, qui est envoyé chez lui et il le reçoit. Et dedans, on va retrouver l'histoire de l'entreprise, les valeurs, les expressions qu'on entend aussi à la machine à café. On va retrouver des anecdotes qui font l'histoire de l'entreprise. Et chaque collaborateur, alors à l'époque on était une cinquantaine, soixantaine, a participé à la rédaction aussi avec des anecdotes que eux ont mis dedans. Donc ça, c'est le point. On va l'intégrer aussi lors de l'onboarding très tôt, au pré-onboarding, à l'outil de communication interne pour qu'il se sente déjà appartenir. Il connaît déjà les prénoms des personnes. Il met des visages quand il arrive, ça c'est génial. Ensuite, la première semaine, il va rencontrer l'ensemble des managers et qui vont raconter à quoi sert le service. Donc là, comme on arrive à une taille où c'est plus forcément possible, on va le transformer en vidéo sur un format un peu e-learning et on lui apprend bien au-delà de son métier. Pas simplement ce qu'il va faire, mais vraiment qu'il comprenne la structure globale. Et ça finit toujours avec une session en groupe avec tous les nouveaux arrivants, avec moi, pendant 1h30, où je vais leur raconter l'histoire de l'entreprise. Et je leur dis, voilà, l'histoire, et maintenant à vous d'écrire la suite. Donc ça, c'est un premier vraiment pilier qui est très très important. Le deuxième, on a parlé beaucoup d'événementiel, de créer du lien et de rituel. On a la même chose effectivement chez Steeple. Et cette notion de rituel, tu en parlais aussi, c'est vraiment important parce qu'on oublie toujours de faire des choses si c'est pas ritualisé. Donc nous, on a le petit déjeuner d'accueil du lundi matin pour les nouveaux arrivants et ça c'est fait n'importe où ce soit dans le monde. Pour nous, c'est fait en physique et en visio. Les joyeux anniversaires, le gâteau d'anniversaire du mercredi, pareil à 16h30, et ça c'est en simultané dans les différents lieux. On a le petit verre du jeudi, ça c'est en option, et puis après on a des choses qui ne sont pas hebdo, mais qui sont mensuelles. On va avoir une forme de grande messe qui est le jeudi tout, qui est le premier jeudi du mois, où là c'est une présentation, pareil, physique, visio et enregistrée et diffusée après, un peu comme un format, un journal télévisé. Donc dans le jeudi tout, c'est chaque personne va venir présenter, pas chaque personne, mais chaque porteur de projet va venir présenter l'avancée du projet. Et pas forcément ce qui nous concerne nous, mais ce qui va concerner des personnes aussi d'autres services. Et on finit toujours le jeudi tout avec le trophée qui est l'audace du mois. On va venir récompenser un collaborateur qui aura eu une idée d'innovation, qui aura réussi ou non, parce que même quand ça rate aussi, on donne ce trophée. Donc, puis après, on a des grandes cérémonies, le discours de rentrée en septembre qui précède le Steeple Break où on réunit toute l'entreprise pour un week-end d'intégration. Après, on a en janvier la présentation du plan stratégique de l'année, donc des rituels qui vont parfois être annualisés. Donc sur de l'événementiel, et enfin un dernier point, c'est sur l'animation justement de l'outil de communication interne. Et là, la clé, c'est encore une fois, il y a 2 maîtres mots, c'est ritualiser et le rendre collaboratif. Parce qu'on a vu trop souvent des journaux internes qui étaient au départ mensuels, puis après qui se sont transformés en trimestriels, puis semestriels, et puis après on n'entendait plus parler oui, je vois que ça fait sourire. Pourquoi ? Mais parce que c'est trop lourd à gérer. Souvent, c'est une personne qui doit aller chercher l'info et ça lui prend un temps monstrueux. Donc non, nous, ce qu'on a mis en place, c'est des rituels. Donc par exemple, le lundi, c'est les chiffres du commerce publiés par le directeur commercial. Et en plus de faire publier la direction, ça montre qu'ensuite les collaborateurs, eux aussi, peuvent le faire. Le mardi, un truc très bien, c'est les mardis les clients. Bon, vous avez vu qu'on aime bien les jeux de mots aussi. Les mardis, c'est plein de verbatims qui sont remontés par les personnes qui sont en contact des clients.
Et souvent, eh bien, les derniers informés des retours, quand les clients sont contents ou mécontents, c'est les personnes en production. Et là, si on a un bug sur la plateforme ou si on a une fonctionnalité qui plaît, la personne qui est en production, qui fabrique le logiciel, il est content. Et donc ça s'appelle les mardis des clients. C'est très simple à mettre en place. Les mercredis, c'est les mercredis RH, les entrées, les sorties, les promotions internes, les mouvements internes, pour pas qu'on apprenne à la machine à café que telle personne a changé de poste. Et enfin, on finit toute la semaine toujours avec les Friday Wins, les victoires du vendredi. Donc ça, c'était ce matin. Je l'ai tapé dans la voiture avant d'arriver. Et donc, je fais toujours un édito dans une première partie. Et après, on va récupérer toutes les bonnes nouvelles de l'entreprise. Donc ça, c'est remonté par les managers, les directeurs, dans un fichier GDoc, tout simplement. Et moi, je viens piocher ça. Et ça va être, je sais pas, donc là, par exemple, il y a Théo qui a pris son 200e rendez-vous, il est au commerce. On va avoir, on a un article qui est paru dans Stratégie. On va avoir plein de choses comme ça. Toutes les fois dans la semaine, on s'est dit yes. Et quand on part avec le vendredi, le smile en week-end, ça fait du bien. Donc il y a plein de petits rituels. Et après, les collaborateurs ont créé eux-mêmes des rituels. Donc il y a le carnet de route quand les commerciaux vont sur la route ou en événementiel et prennent des photos. Et ils s'accaparent la chose et ça permet vraiment de distribuer. Et en plus de faire quelque chose qui est important en communication, c'est, on dit souvent, le contenu est d'argent et le contexte est d'or. Et ça, c'est très important parce que ça permet de coller au contexte et d'avoir l'information du jour même et, comme on en parlait, du local. Et ça, c'est important. Merci Jean-Baptiste et merci à toutes les trois. On a appris encore plein de choses. Et oui, et justement, Charlotte, moi j'aimerais bien savoir ce que le public a retenu de ces différentes idées. Et j'imagine que vous aussi. Du coup, la prochaine question est la suivante. J'attends qu'elle s'affiche. Quels éléments évoqués lors de la table ronde, juste à l'instant, aimeriez-vous essayer dans votre entreprise? Donc on a parlé de rituels, on a parlé également de publication au fil de la semaine, d'impliquer les managers également, tout à fait. Donc qu'est-ce que vous avez retenu, cher public? On a également parlé de Netflix, mais je me souviens plus exactement pourquoi. D'opérations de marque employeur pour développer l'attractivité. Exactement, voilà. Guide pour impliquer les managers. Je laisse volontairement un petit peu plus de temps et on reviendra sur ce qu'a retenu le public tout à l'heure. Merci Gwen. Alors, on arrive un petit peu à la fin de la table ronde et pour conclure, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez pu quantifier, mesurer vos différentes démarches d'amélioration de la communication interne? Si vous pouviez me donner un élément, une chose peut-être que vous auriez amélioré et que vous voudriez nous partager. Julie, est-ce que tu veux bien commencer ? Oui, moi je pense à une campagne en fait qu'on vient de lancer, qui a été lancée vendredi dernier, qui est une campagne qui s'appelle Bienvenue en zone zéro. Alors c'est zone zéro violence, zéro incivilité, zéro menace, zéro insulte. En fait, qui est destinée à nos services essentiellement d'urgence, d'urgence pédiatrique, d'admission, d'accueil, qui sont les services qui sont le plus exposés malheureusement aux incivilités, aux problèmes, à la violence avec le public. Vous savez qu'il y a parfois des temps d'attente, des contrariétés qui font que soit le patient, soit son accompagnant va être violent envers quelqu'un de chez nous. Donc c'est une campagne qui a été travaillée pendant plusieurs mois en interne avec des représentants des services, avec des représentants des organisations syndicales, des psychologues du travail et qui a été lancée la semaine dernière. En interne d'abord, pendant les 15 jours qui ont précédé cette date, et en externe donc depuis le 30. Là, on va vraiment s'appuyer sur un indicateur qui est très précis, qui est le nombre de signalements de cas de violence. Voilà, donc on a un outil interne qui s'appelle CaliWeb, et on va voir le avant et le après campagne, là où on en est. Donc là aussi, la data fera foi là-dessus, pour savoir si cette campagne a été réussie. Donc il est trop tôt pour vous faire un retour, mais en tout cas on sait qu'on va se baser sur ces éléments très précis pour mesurer notre efficacité. Merci beaucoup Julie pour le partage. Marina, est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu as pu identifier comme axe d'amélioration ou de choses que tu as vu améliorer chez des clients ? Moi, je peux surtout vous partager les feedbacks de mes clients commanditaires. Et en fait, comme je travaille beaucoup avec des PME, les commanditaires sont les patrons d'entreprise. Donc, après avoir été un petit peu réticents, après avoir préféré que leurs salariés travaillent plutôt que communiquent, au final, le résultat, c'est quand même de dire deux choses. Ils observent deux choses. La première, c'est que quand on donne la parole aux salariés,
finalement, ils ont des trucs vachement intéressants à dire, en fait. Et ils disent, c'est quand même dommage de s'être privé de ça avant. Et la deuxième, c'est que j'ai oublié ce que j'ai un trou là, que les salariés ont des choses effectivement intéressantes à dire et que quand le dispositif de communication se met en place, très collaboratif, où effectivement on donne la parole aux collaborateurs, il se dit des choses que parfois une communication peut-être un peu trop descendante ou trop officielle ne permettrait pas de dire, et que cette information qui circule permet de mettre vraiment de l'huile dans les rouages, en fait, dans le fonctionnement de l'entreprise. Merci beaucoup Marina. Florence. Moi, en fait, je pense à deux exemples. Je vous parlais de mon expérience PME. En fait, on a été racheté en 2014 par le groupe Seva. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et en fait, le fait d'avoir pu développer la communication managériale 2 ans et demi avant le rachat, ça a été évidemment, c'était une crise. Ça a été une crise dans l'entreprise. On s'y attendait pas. Et en fait, on a transformé cette crise en opportunité parce qu'on a réussi à casser Radio Moquette. C'est-à-dire que comme on avait ces rituels managériaux tous les mois qui commençaient à s'installer, en fait, on a réduit le rythme. On s'est dit, on va se voir tous les 15 jours parce que là, le temps n'était plus un temps long, mais un temps court. Il se passait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, de réorganisation, etc. Et en fait, finalement, cette période, elle a été, je pense, réduite parce que comme il y avait ce dispositif et ces rituels qui existaient, au lieu que ça traîne et que ça traîne en longueur, voilà, il y a eu, on va dire, de l'inquiétude pendant 2-3 mois, le temps qu'on remette un peu de la perspective, et très vite on est repassé à voilà, on va écrire ensemble une nouvelle histoire. On a fait venir le PDG de Seva chez nous. Enfin, en fait, voilà, on a pu très vite remettre de la confiance et de l'assurance, parce qu'en fait, on avait aussi ce climat de confiance qui existait, et nos managers, nos collaborateurs savaient que de toute façon, dès qu'il y avait quelque chose qui allait être dit, on allait déclencher ce team time, quitte à le faire toutes les semaines quand il y avait besoin. Donc ça a été, alors j'ai pas d'indicateur comme ça tout de suite, mais je sais que quand on a eu des études après post-rachat, voilà, il n'y avait pas d'animosité particulière, on n'a pas eu de grève, on n'a pas eu de, voilà, enfin ça s'est déroulé dans un climat quand même social assez serein. Et j'ai un deuxième exemple auquel je pense, c'est que finalement l'opportunité d'avoir été racheté, c'est qu'ensuite on a écrit une nouvelle histoire, on est devenu un campus au sein de Seva, et donc on a déménagé, on a construit un nouveau bâtiment super chouette, et en fait sauf que chaque changement, c'est toujours aussi une petite inquiétude pour les collaborateurs. On partait du site historique, on allait aller ailleurs, et il y avait des gens qui disaient non, moi j'aimais bien où je travaillais avant, on va être à 3 km. Et on a mis en place toute une dynamique de communication aussi, où on a fait des ateliers, on a lancé, alors à l'époque c'était Google+, un petit réseau social interne, où les gens pouvaient donner leurs idées, dire voilà, moi j'ai lu dans la presse ce qui se fait de sympa aujourd'hui dans les nouveaux environnements de travail. Enfin voilà, on les a vraiment embarqués là-dessus, et très vite l'angoisse de on va déménager à Fepchit et c'est devenu super opportunité, voilà, on y va. On avait fait un showroom pour choisir le mobilier. En fait, on a fait plein de choses où on les a impliqués, voilà. Et c'est tous ces moments d'implication qu'on a fait pendant 1 an et demi, ça fait que le jour où on est arrivé sur place, il y avait quand même des choses qui avaient évolué en termes d'environnement de travail. Il y avait des bureaux ouverts avec plus de portes. Je parle pas d'open space, mais voilà. En fait, ça s'est super bien vécu parce qu'on les avait associés à la réflexion sur les plans, sur tout ça. On avait communiqué, on avait été très transparent sur les questions qu'on se posait, ce à quoi on pouvait répondre et ce à quoi on ne pouvait pas répondre. Et je pense que voilà, derrière ces dispositifs de communication, ces moments ritualisés, on amène de la confiance. Et après, donc, on a un climat social qui peut être un peu plus confortable aussi à gérer pour une équipe de direction, une équipe RH. Donc voilà, ça se travaille dans le temps, ça se fait pas immédiatement, mais en tout cas, ça a été. Pour moi, c'est l'accompagnement du changement, des transitions comme ça qui peut être un peu lourdes. Se passe beaucoup mieux avec la communication interne. Merci beaucoup Florence pour ce bel exemple. Je vous propose de... Excuse-moi Jean-Baptiste, je t'ai oublié. Ah, l'erreur. Tu as faim peut-être. Non, en fait, j'ai vu, que diriez-vous à un dirigeant qui hésite à se lancer. Et là, je me suis dit que tu y répondrais parfaitement. Mais je te laisse répondre à la question. Laquelle Qu'est-ce qui a changé dans votre entreprise depuis l'amélioration de la communication interne ? Je vais parler moi plutôt des clients, parce que oui, voilà. La question du ROI, c'est une question épineuse en communication interne. C'est toujours le truc, et même nous c'est compliqué, parce que évidemment il y a des personnes sur des tables rondes qui se sont aventurées à parler de turnover. Et effectivement, on le sait qu'au final l'objectif c'est quand même de faire baisser le turnover. Après, comme tu l'as dit Julie, c'est
aussi énormément partagé avec les ressources humaines, avec le management. Donc c'est quelque chose de très très partagé et très diffus. Donc, bon... L'autre jour, sur la table de Nantes, lundi midi, il y a un intervenant qui a dit que, avant de vraiment s'attaquer à la communication interne et au projet, ça venait d'une enquête où il y avait 80% des collaborateurs qui avaient répondu qui disaient être insatisfaits de la communication interne. Et que c'est ce qui a poussé l'entreprise à agir, la direction à vraiment prendre conscience, et qu'ils ont pris des moyens, ils ont travaillé avec une agence, ils ont mis des outils en place, et qu'un an plus tard, ils ont refait la même enquête, et là, il y avait 80% de satisfaits. C'est pour vous montrer déjà qu'on part de tellement loin que quand on fait un petit peu, il y a des impacts très forts. Ça se matérialise comment aussi d'un point de vue ROI? Des choses toutes bêtes, mais le nombre de personnes que vous avez présentes aux événements. Ça permet de mesurer. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'un collaborateur qui est impliqué, eh bien, on a d'autres moyens de le voir. Il y a la cooptation. Est-ce qu'un collaborateur, est-ce que dans vos entreprises, la cooptation fonctionne ou pas? Est-ce qu'il parle positivement? Cette réputation d'entreprise, parce que quand on a une entreprise, alors 15 000 personnes, imaginez si 15 000 personnes parlent à 50 personnes, c'est bon, c'est une réputation de folie. Donc la cooptation, et puis aujourd'hui aussi ce qu'on appelle l'employee advocacy. On a besoin des collaborateurs pour justement faire rayonner sa marque. Donc c'est un petit peu toutes ces choses-là qui marchent en ROI. Puis un dernier ROI, moi, qui m'a marqué cette semaine, parce que à travers vraiment tout ce qu'on a parcouru, il y a un élément qui est fort, c'est le sourire des communicants. Parce que dès lors où on s'attaque au sujet de la communication interne, le communicant, c'est pas le truc qu'il a à faire en plus, tiens, tu peux me communiquer ça, mettre ça sur le tableau d'affichage. Non, on devient un expert, on devient un métier. Et quand dans l'entreprise, on vient vous voir pour vous dire, là, j'ai un sujet épineux, j'aimerais qu'on travaille ensemble sur la manière de communiquer et comment ça va être compris dans l'entreprise, et là, au final, notre poste, il arrive au centre de l'entreprise. Et on devient un expert, et ça fait du bien. Merci Jean-Baptiste. Charlotte, je vais faire un petit retour sur les réponses du public, sur ce que le public a retenu. Jean-Baptiste, tu parlais d'employé advocacy, d'employé ambassadeur et de rayonnement de la marque employeur finalement. C'est la marque employeur qui revient en tête de ce que le public a retenu. Également en seconde position, les rituels. Et on a également une personne qui a répondu plein de choses. Voilà. Je pense que ça résume bien et je te laisse poursuivre la question que tu as teasée tout à l'heure magnifiquement, Charlotte. Merci Gwen. Un dernier mot, une dernière question, en un mot ou en une phrase, que diriez-vous à un dirigeant qui hésite à se lancer? Florence? J'ai pensé à un petit... Une métaphore? Une petite métaphore, une allégorie. Non, en fait, j'ai une image qui me revient souvent, quand j'ai dû vendre un peu cette dynamique de communication site, communication locale, que j'ai appelée communication de proximité. C'était d'expliquer que la com, c'était pas la cerise sur le gâteau. Alors, vous imaginez un cupcake avec une grosse cerise, là, rouge, sympa. Donc, moi, ce que j'explique aux dirigeants, aux managers, c'est que la com, c'est pas ça. C'est pas la com paillette des années 80, mais qui a eu ses heures de gloire. La com interne, la com de proximité, c'est vainer, c'est gonfler. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors là, vous imaginez une grosse brioche, avec une brioche à tête parisienne bien épaisse. Et en fait, la com, c'est la com de proximité, c'est la com qui a fait, c'est la levure, quoi. C'est ce qui a fait prendre, c'est vainer, quoi. C'est ce qui a fait prendre corps et qui fait que la brioche, elle est bonne. Alors je suis gourmande. Mais en fait, c'est ça que j'ai envie de laisser comme image, c'est leur dire, sinon, si tu veux pas que ta brioche, elle soit toute flagada, mets un peu de levure, quoi. Ça marche, c'est noté. De la levure. Merci beaucoup, Florence. Marine, c'est imagé, mais au moins on retient. Très bien. On retient. Très bien. Et on a faim. Bien dit. Ça arrive. Alors moi, je dirais qu'il faut oser se lancer, se faire confiance et faire confiance. Et puis, je citerai Calogero, c'était mieux après. Pas mal. Merci Marina. Julie? Moi, je dirais deux choses. La première, une boutade. Je dirais, tu sais, ton concurrent, il le fait. Et en vrai, je dirais, viens, je t'emmène, on va voir les équipes, tu vas voir tout ce qu'ils font, tu vas voir tout leur talent derrière leur poste de travail, ce que tu sais, mais ce que tu ne sais pas, viens, on va regarder. Allez, c'est dit. Jean-Baptiste? Ça me fait penser à la réponse d'une personne hier soir à la table ronde qui a dit, en parlant à un dirigeant, si elle répondait à cette question, elle dit, est-ce que tu veux que ton entreprise soit là dans 5 ans? Et
Donc moi, je vais aborder un autre sujet, parce que ça c'est violent, mais c'est tellement vrai que c'en est violent. Mais aussi, Florence, tu as souligné tout à l'heure, moi je lui dirais, est-ce que le soir, quand tu t'endors facilement? C'est violent aussi. Mais non, mais pourquoi? Parce que pour avoir rencontré plein de dirigeants et pour en être un aussi, je sais que le soir, quand on s'endort et qu'on a des problèmes sur le climat social, sur des rumeurs, sur des choses, au final, vous passez votre journée à vous battre contre des choses qui auraient pu être évitées, contre des moulins à vent. Et que le soir, vous pouvez plutôt vous endormir avec tout autant d'emmerdes, hein, sur l'approvisionnement, sur l'énergie, mais au moins ça fait partie de votre métier. Et donc, c'est ça que j'aurais envie de lui dire. Tu vas pouvoir mieux dormir. Mieux dormir. Merci à tous les quatre pour vos réponses.